Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Après des fêtes d'Halloween mémorables où nos jeunes héros ont dû affronter un troll pour devenir enfin de véritables amis, il est bientôt l'heure pour Harry de faire ses preuves en tant qu'attrapeur, car le premier match de Quidditch de la saison a déjà lieu. Avant de s'envoler dans les airs à la recherche du précieux vif d'or, merci à vous de nous écouter. Et bienvenue à tous, que vous soyez déjà des fidèles de l'émission ou si vous venez de tomber sur notre podcast. Et comme d'habitude, on citera quelques-uns de vos hiboux dans la volière en fin d'émission. Marina, je crois que j'entends Olivier Dubois nous appeler et je crois qu'il faut se rendre sur le terrain de Quidditch. Alors tout le monde prend son balai et c'est parti. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 11. Le match de Quidditch. Le mois de novembre est là et les montagnes qui entourent Poudlard s'enveloppent petit à petit de glace. Hagrid, il dégivre quotidiennement les balais sur le terrain de Quidditch. Alors son costume d'hiver, il est pas franchement vegan une nouvelle fois parce que il porte un long manteau en peau de taupe, des gants en peau de lapin et d'énormes bottes en peau de castor. Je suis pas sûr qu'il soit le client Hagrid pour des steaks de soja, tu vois le genre ? Non, il serait pas trop fan de tofu. En tout cas, je crois qu'on va y revenir un peu plus tard dans la volière en fin d'émission. La saison de Quidditch commence, et le samedi suivant, Harry va donc jouer son premier match. Gryffondor contre Serpentard, évidemment, sinon c'est pas drôle. Dubois, il a bien fait en sorte de cacher les entraînements d'Harry, un peu comme si c'était son arme secrète. Mais évidemment, comme tous les bons secrets à Poudlard, tout le monde est de toute façon au courant que Harry est le nouvel attrapeur de l'équipe. En même temps, je suis pas sûre que les frères Weasley arrivent à bien tenir leur langue. Ouais, je sais pas si ça vient d'eux, mais c'est dur de cacher un attrapeur, je pense. Hein. Ouais. Il y a des gens qui disent à Harry qu'il va être brillant sur le terrain, et d'autres qui lui promettent qu'ils vont le suivre avec un matelas pour amortir sa chute. Moins sympa. Et c'est sûrement des Serpentards d'ailleurs. Mais en fin de compte, Harry, il sait pas ce qu'il préfère entendre. Hermione, elle est maintenant amie avec lui, et ça s'est avéré plutôt utile en fait, puisqu'elle a aidé Harry pour ses devoirs durant ses entraînements, et elle lui a également prêté le Quidditch à travers les âges. Harry, il a appris grâce à cet ouvrage qu'il existe 700 fautes possibles au Quidditch, et qu'elles ont toutes été commises dans un match de Coupe du Monde en 1473. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris ce jour-là pour commettre 700 fautes ? Je pense que ça devait être un sacré match, tu vois, Ouais. Ça devait être fun à regarder quand même. Par contre, je sais pas combien de temps ça a duré. Ça devrait être un France-Allemagne lorsque l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde de football. Tu places une petite référence Ouais, football. je suis trop fière de moi. Mais en plus, c'est une bonne référence. C'est ce fameux match où les Français ont été mécontents de l'arbitrage face à l'Allemagne. Il y a eu le Portugal, je crois, au dernier Euro. Ah ouais, je comprends. Tu penses peut-être à l'Euro. Peut-être, ouais. Donc tu vois, j'ai voulu casser Il y une avait référence footballistique, mais j'ai échoué. Mais l'effort était là, notez-le. Il y avait Anguille sous roche. Il est dit dans le Quidditch à travers les âges que les attrapeurs sont généralement les plus petits, les plus rapides, mais ils sont aussi exposés aux accidents les plus graves. Je sais pas si c'est très rassurant comme lecture pour le coup pour Harry. Il arrivait, toujours selon le livre, que des arbitres disparaissent pour être retrouvés des mois plus tard, dans le désert du Sahara par exemple. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour cet arbitre pour se retrouver dans le Sahara des mois plus tard ? Mais oui, je vois pas le rapport avec ce qui peut arriver pendant un match de Quidditch. Peut-être un joueur qui est mécontent de l'arbitrage justement et qui lui jette un mauvais sort, Ouais, peut-être. qui l'envoie très très loin dans un désert perdu. Ouais, c'est un peu bizarre. Et bon, malgré tous ces dangers, finalement Harry, il apprend qu'il est quand même très rare de mourir pendant un match de Quidditch. Franchement, le contraire, il m'aurait pas tant étonné que ça en fait à Poudlard. Tu peux t'en approcher facilement de la mort quand même avec le Quidditch. Ouais, mais bon, ça c'est très rare. Je pense qu'à Poudlard quand même, personne ne meurt du Quidditch. Oui. On meurt du tournoi des 3 sorciers, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour un autre livre, un autre temps. Une autre décennie. Il est précisé que depuis l'incident du troll, Hermione s'est montrée beaucoup plus aimable qu'avant. Alors ça, d'accord, mais pour Ron, c'est pas précisé quand même, parce que Ron, il a pas brillé de par son amabilité envers Hermione depuis la rentrée, il faut dire. Non, je pense pas qu'il a fait un mea culpa sur ses propos à Hermione.
Parce que Hermione change, mais Ron, il devrait changer un peu Il est aussi. fidèle à lui-même. La veille du match, Harry, Ron et Hermione se retrouvent dans la cour pendant la récréation. La température est glaciale, mais heureusement, Hermione a créé avec la magie un feu aux flammes bleues qu'elle transporte dans un bocal et qui les réchauffe tous. Alors créer des feux magiques, ça va d'ailleurs être une des spécialités d'Hermione. Elle en fera plusieurs pendant leur quête aux Horcruxes, par exemple, dans les reliques de la mort. Et puis là, c'est aussi un moyen d'introduire en fait le feu que peut faire Hermione, puisque ça va revenir un petit peu plus tard pendant le match de Quidditch. Effet d'annonce. Alors ils sont debout, Harry, Ron et Hermione, côte à côte, et ils cachent le bocal de peur qu'on leur confisque. Et là, je me suis posé la question, bon, on sait que Ruisard, il interdit de faire des tours de magie dans les couloirs, entre les cours. C'est Dumbledore qui le dit dans son discours d'entrée. Mais il n'y a pas une sorte de tolérance pour ce type de sortilège. C'est pas faire un tour de magie quand même. C'est pour se réchauffer. Après, connaissant Ruisard, il est pas très logique dans ses interdictions et je pense que son petit plaisir, c'est de punir les élèves quand il en a le droit. Et pas le droit aussi, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, et de toute façon, on va voir aussi qu'avec ce qui se passe juste après, le règlement, il est plutôt flou. Parce que à ce moment-là, pendant la récré, Rogue il traverse la cour. Harry remarque au passage qu'il boite. Rogue il les voit et comme une envie de se défouler un peu, il se dirige vers le trio. Rogue il demande à Harry ce qu'il tient. Alors c'est pas le feu d'Hermione qu'il a pas vu, mais c'est le Quidditch à travers les âges. Et là, Rogue lui sort qu'il est interdit d'emporter les livres de la bibliothèque en dehors des murs du château. Et sur ce prétexte, il lui prend le livre et il enlève 5 points à Gryffondor. Mais c'est quoi ce scandale ? Je veux dire, il invente une règle bidon. Alors peut-être qu'on n'a pas le droit d'emporter les livres chez soi si on part de Poudlard, mais là ils sont dans Poudlard, ils sont dans la cour, donc c'est une règle bidon. C'est juste pour le plaisir d'embêter Harry et pour lui enlever des points. Et c'est à se demander à ce petit jeu-là qui est l'adulte et qui est l'enfant, quoi. C'est incroyable. C'est la question qu'on va tout le temps se poser avec Rogue et le comportement qu'il a envers Harry. Il est plein de ressources, ce Rogue, et c'est que le début. Harry, il est pas dupe, il est un peu comme nous, il est certain que cette règle n'existe pas. Il fait remarquer aux autres que Rogue boite. Ron, il ajoute qu'il a aucune idée pourquoi, mais il espère que ça lui fait mal. Alors on sait que Rogue, il a été blessé par Touffu le soir d'Halloween pour empêcher Quirrell de prendre le couloir du 3e étage. Mais je me pose la question aussi, je me pose beaucoup de questions, comme vous savez, mais comment il s'est débrouillé pour se faire blesser ? Parce que il suffisait de rester devant la porte, ou dans le doute, regarder vite fait si Quirrell était pas déjà dans le couloir et s'il était pas déjà devant Touffu. Mais comment il s'est débrouillé pour se faire blesser ? Est-ce qu'il a voulu passer sous la trappe ou pas ? Il s'est peut-être rapproché trop près de Touffu, ou en s'approchant pour regarder si la trappe était ouverte, ou tout simplement un ressort scénaristique. Parce que dès qu'il se passe ça, oui, non mais ça c'est sûr, mais parce que dans les faits, dès qu'il se passe ça, Rogue, il file au 3e étage, donc il y est forcément avant Quirrell, qui est évanoui dans la grande salle. Donc c'est impossible qu'il le devance, mais même dans le doute, je veux dire, il le devance de très peu, donc il a juste à ouvrir la porte, mais tu vois, l'entrouvrir, même pas rentrer dans le couloir. Peut-être que je me souviens pas de détails, mais est-ce qu'il est sûr à ce moment-là que c'est Quirrell ? Ouais. Enfin, en tout cas, il a des sérieux doutes, et à ce moment-là... Il a des sérieux doutes, mais est-ce qu'il, dans son esprit aussi, est-ce qu'il se dit pas, il a peut-être un complice, ou en fait, qui s'est évanoui pour introduire un complice sous la trappe ? Après, il n'est pas dit par Quirrell à la fin que Rogue a essayé de passer sous la trappe. Il dit qu'il a voulu lui empêcher de prendre le couloir du 3e étage. Donc je pense pas que Rogue il ait l'intention d'aller vérifier au-delà de la trappe si Quirrell est déjà passé ou si un complice est déjà passé. Son but c'est de bloquer Quirrell tout simplement. Mais il arrive quand même à se faire blesser alors que Harry, Ron, Hermione et Neville ils se retrouvent devant Touffu et ils ont aucune égratignure. Ouais. Un peu noob, Rogue. Ouais, c'est peut-être une fausse piste. Enfin, c'est surtout une fausse piste pour nous, lecteurs. Oui, évidemment. Évidemment. Et on est bien tous tombés dedans, je pense. Ah oui, moi le premier. Ce soir-là, la salle commune de Gryffondor est bruyante. Hermione, elle vérifie une nouvelle fois leur devoir d'enchantement. Même si elle les laisse jamais copier sur elle, il faut dire qu'elle leur donne quand même toutes les bonnes réponses en relisant leurs notes. Ah Hermione, que feraient les garçons sans toi ? C'est sûr. Harry, il tient pas trop en place,
Il est assez nerveux à cause du match du lendemain, et tout ce qu'il a envie, c'est de récupérer le Quidditch à travers les âges pour se détendre un peu. Certainement pour lire que les attrapeurs meurent quelquefois dans des matchs. Il se dit que finalement, pourquoi il devrait avoir peur de Rogue, qu'il est tout à fait dans son droit, donc il annonce aux deux autres qu'il part voir Rogue pour demander son livre. Et à ce moment-là, Hermione et Ron, ils répondent d'une seule voix que eux, ils préfèrent rester assis dans la salle commune, voilà. Tu m'étonnes. Les petites poules mouillées. Harry, il est quand même assez malin parce que il se dit que si Rogue est dans la salle des professeurs, eh ben, il pourra pas refuser sa demande vu qu'il sera sans doute pas le seul dans la salle. Alors il descend à la salle des profs, Harry, et il frappe plusieurs fois, mais personne répond. Question moldue, toi t'es déjà allé dans la salle des profs de ton collège ou Non, de ton jamais. lycée? Et toi? Ouais, je l'ai déjà fait, et à chaque fois c'était la boule au ventre, tu vois. et la salle des profs, c'est un autre monde, tu vois. C'est genre, c'était prof, mais pendant leur pause... Tu peux les voir sous forme humaine, entre guillemets. Ouais, c'était prof, mais en fait c'est des adultes entre eux, dans leur monde d'adultes, dans leur vie d'adulte, et c'est très perturbant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais pour les plus jeunes, anecdote par rapport à notre... parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis à peu près sûre que c'est interdit, mais à l'époque, quand on était au collège, après peut-être qu'en Normandie c'était différent, mais nous, les profs au collège avaient le droit à leur pichet de vin à table, à la cantine. Ah ouais, moi... Et ouais, aujourd'hui, c'est interdit. Ah ouais, c'est interdit. Bah je crois qu'ils ne peuvent plus boire de vin dans l'enceinte. Dites-nous si vous êtes au collège ou au lycée, est-ce que vous voyez toujours... Moi, ça me faisait toujours bizarre quand même. Les mecs, ils vont enseigner à des enfants l'après-midi et ils s'envoient quand même des pichets de vin. C'est magique. Alors c'est sûr que dans mon collège, ouais, il y avait ça, Ouais. mais on les voyait jamais. Après... Mais ils passaient devant les élèves avec leurs pichets et tout, Ah et ouais. ils allaient se resservir. Ouais, carrément. Ah mais oui. Parce que la fontaine à vin, elle était dans un espace commun. Non, mais en Vous fait, étiez- si tu veux, les pichets étaient au self-service des élèves. Ah ouais, c'est ce que je dis, quoi. Ouais, on aurait Ouais. pu voler un pichet de vin. Ouais, c'était réservé aux profs, bien entendu. Est-ce que ça n'a pas mais- été fait, d'ailleurs? Non, bah, je suis sûre, moi j'étais trop naïve à l'époque et bien trop gentille pour penser à ça. Mais je pense qu'il y a des rebelles qui ont pensé à ça. Voilà, Mais- une petite dérive sur notre vie au collège, mais ça m'a fait penser à ça, la salle des professeurs. Ça m'a toujours... À l'époque, ça me choquait pas, mais en prenant du recul, je fais quand même... Tu vois, ils se sont bu 2-3 verres de... Souvent, c'était du rouge. Avant de nous faire cours, ça explique certaines choses pour certains. Après, dans ma vie moldue, j'ai travaillé dans un lycée et effectivement, il n'y avait pas d'alcool. Mais il y avait juste la fontaine à eau. Pour le coup, là, j'étais dans l'autre monde. J'étais dans la salle des profs. Et enfin, en tout cas, la partie du réfectoire où les professeurs sont cachés, quoi. Ils ont leur pièce à eux, évidemment. Et il n'y a que dans de très rares occasions où il y avait de l'alcool. Mais par exemple, c'était des repas de fête Ouais. ou des choses comme ça. Mais sinon, effectivement, je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'était toujours de l'eau, mais je me suis jamais dit parce que c'était interdit. Mais je pense que c'est parce que c'est interdit aujourd'hui. Ok, peut-être. S'il y a des profs qui nous écoutent, dites-nous si vous avez le droit de picoler Et ou au jusqu'à... moins de boire un verre de vin. C'est Et vrai que si ça à fait mal à l'époque vous êtes personne. monté à combien de verres de vin rouge avant de faire cours à vos élèves, on veut connaître la vérité. Oui, c'est ça, parce que quand il y a des occasions, il y a même des coupes de champagne. Enfin, tu vois. Ouh, Mais oui, ça. monsieur travaillait dans un lycée privé, ça se boit. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, non, c'était de l'eau essentiellement. Et je me suis jamais aventuré à ramener ma petite bouteille de whisky pour voir la réaction. Mon whisky pur feu. Harry, il a pas trop peur, pour revenir au chapitre, et il entrouvre la porte en regardant à l'intérieur, chose que je n'aurais jamais fait. Genre, je frappe, personne répond, j'ouvre pas la porte. C'est pas grave. Et ce qu'il voit, Harry, ça lui fait se figer d'horreur. En fait, c'est McGonagall et Flitwick qui sont littéralement en train de... Mais non, je plaisante. À vrai dire, Rogue, il est en face de Ruizard, qui lui soigne une blessure sanglante à la jambe, pendant que Rogue lui dit qu'il est impossible de surveiller ces 3 têtes à la fois. Mais ils étaient en train de faire quoi? Dans ta théorie, ils jouaient aux dames? Je Au laisse Monopoly. votre imagination faire le reste. Là-dessus, Harry, il tente discrètement de refermer la porte, l'air de rien, mais trop tard. Rogue le voit et crie son nom. Potter! Rogue, il fait retomber immédiatement sa robe pour cacher sa jambe, et Harry est évidemment dans la gêne la plus absolue.
Alors, autre question de la vie réelle, Moldu, t'as déjà surpris quelque chose que t'aurais pas dû voir en ouvrant une porte? Je ne vais pas aborder ce sujet à l'antenne. Bah, alors, ça t'est déjà arrivé, J'ai vu trop de choses que je n'aurais pas dû voir dans ma vie. En ouvrant une porte? Oh oui. Tu veux pas détailler? Non, monsieur. Ok. Moi non plus, tu me diras. Personne n'a envie d'ouvrir ce dossier. Mais je crois qu'on a déjà tous dans notre vie ouvert une porte et c'était absolument pas une bonne idée. Ouais, on a tous regretté. Et parfois, tu vois, quand la nuit, tu n'arrives pas à dormir, quand tu laisses tes pensées divaguer, tu penses à toutes les scènes de malaise dans ta vie. Et là, tu n'arrives plus à dormir. La gêne. Harry, il parvient à dire d'une voix timide qu'il voulait simplement récupérer son livre, mais Rogue lui ordonne de prendre la porte. Harry s'exécute immédiatement, de peur qu'en plus de ça, Rogue en profite pour enlever encore plus de points à Gryffondor. De retour dans la salle commune, encore assez choqué, Harry s'empresse de raconter à Ron et Hermione ce qui vient de se passer à voix basse. Harry il en conclut que Rogue a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir d'Halloween, et c'est pour ça que Ron et lui l'ont vu seul dans un couloir. Tu te souviens quand ils sont partis chercher Hermione? Oui. Et ben que le troll, c'était sans doute une diversion pour que personne ne le voie. Alors, la théorie d'Harry, elle est plutôt bien pensée, parce qu'il y a une mini part de vérité, parce que certes, c'est pas du tout Rogue, mais le troll était bien une diversion, par exemple. Ouais. Mais il y a un élément qu'il oublie, et sur lequel ni Ron ni Hermione ne rebondissent, et ça me fait bizarre. Et Rusard. Je veux dire, il parle pas de Rusard, ça voudrait dire que dans le plan machiavélique où Rogue essaye de voler ce que cache le chien à 3 têtes, Rusard, il est dans le coup. Parce que Rogue lui raconte tout dans la salle des profs. Il lui dit impossible de surveiller ces 3 têtes à la fois. Ça veut dire que Rusard, il serait dans le coup. Et ça me paraît bizarre qu'il ne l'évoque pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce que peut-être que dans l'esprit des trois, Rusard, il est forcément dans tous les coups, où il y a des magouilles à faire, tu vois. Ouais, mais là, il s'agit d'une suspicion de vol, donc théoriquement, potentiellement, Rogue, il veut voler ce que cache le chien, mais il veut le voler pas que pour lui, parce que si Rusard est au courant, c'est peut-être pour partager le butin, enfin voilà. Et il se pose pas cette question-là. C'est juste une petite remarque comme ça. Hermione, elle est plutôt dubitative. Elle dit que même si il est désagréable, Rogue, c'est pas pour autant qu'il essaierait de voler quelque chose que Dumbledore a mis en lieu sûr. Ron, lui, il est à 100% avec Harry, comme souvent, et il dit qu'il a aucune confiance en Rogue. En se couchant, Harry se demande bien ce que garde le chien à 3 têtes. Il aimerait bien dormir, mais l'expression horrifiée de Rogue lui reste en tête. C'est ce que t'expliquais des fois quand t'essayes de trouver le sommeil. C'est ça. Et il faut dire aussi que Neville ronfle bruyamment en plus de ça. La nuit passe, le matin se lève et le temps est clair. Il est dit que la grande salle sent bon la saucisse frite au réveil. Alors, ça sent le fast-food, ça sent McDo. Ouais, c'est ça. Alors moi, je trouve qu'il y a 2 choses qui vont pas dans cette description. Pourquoi de la saucisse frite le matin? Les British, pourquoi? Et puis tout simplement, deuxième chose, tout court, pourquoi de la saucisse frite? Berk. Peut-être que c'est bien consistant pour les membres de l'équipe de Gryffondor, tu vois, ça tient bien au ventre, pour faire du bon sport ensuite, c'est génial pour les phares. L'ambiance est quand même hyper joyeuse et les conversations semblent toutes être consacrées au Quidditch. Harry, il est plutôt dans un autre état d'esprit, il a la boule au ventre et il n'a pas d'appétit malgré les encouragements d'Hermione. Simus, il encourage lui aussi Harry à prendre des forces parce que il lui rappelle que les attrapeurs sont toujours la cible principale de l'équipe adverse. Harry remercie amèrement Simus pour cette info primordiale. À 11h, toute l'école est rassemblée sur les gradins du stade. Ron, Hermione, Neville, Simus et Dean se mettent côte à côte, tout en haut, et ils déploient une bannière qu'ils ont fabriquée et sur laquelle est écrit « Potter président ». Mais pourquoi Potter président? Je trouve ça trop cool, moi. C'est trop marrant. Hermione, elle est même parvenue à rendre les lettres lumineuses, et Dean, lui, il a dessiné en dessous un énorme lion. Travail d'équipe. Harry, lui, il est dans les vestiaires, forcément, avec les autres joueurs de l'équipe, alors que Dubois se racle la gorge pour commencer son discours de motivation. Alors il commence par dire « messieurs », mais il est corrigé par Angelina Johnson, qui ajoute « et mesdemoiselles ». Alors oui, parce qu'on a déjà parlé de Quidditch, mais on n'a pas parlé de l'aspect mixte du Quidditch. D'ailleurs, dans l'équipe de Gryffondor, toutes les poursuiveuses de l'équipe sont des filles. Il y a Angelina Johnson, Katy Bell et Alicia Spinett. Et on peut se poser une question,
est-ce que le Quidditch n'est pas une espèce d'exemple quand même? Et pourquoi il n'existe pas plus de sports mixtes, mais notamment des sports collectifs? Parce que certaines personnes te diraient que les femmes n'ont pas les mêmes stratégies de jeu, n'ont pas les mêmes capacités physiques, blablabla. Ouais, mais après, quand c'est mélangé dans une équipe mixte, c'est pour ça, c'est vrai que en face à face, dans des sports individuels, ça me paraît compliqué. En athlétisme, ça me paraît compliqué. Ou au tennis, par exemple. Il suffit de diviser l'équipe par deux, moitié filles, moitié mecs. Ouais, les sports d'équipe, chacun pourra apporter à l'autre. Hein. Bah ouais. Mais bon, c'est pas près d'avancer ce débat-là. Elle propose quand même quelque chose à l'époque, hein, surtout dans les années 90, qui est assez, pas révolutionnaire, mais qui est assez en avance quand même. Un sport où les équipes sont mixtes et il n'y a pas la coupe des garçons et la coupe des filles. Ce qui aurait été le cas dans nos collèges moldus, quoi. Fred et George se moquent un peu d'Olivier Dubois, car ils connaissent son discours par cœur. Dubois, lui, il est quand même confiant, il assure qu'ils vont gagner. Il lance quand même un regard noir comme pour dire « sinon gare à vous ». J'adore Olivier Dubois, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime bien la passion qu'il met dans son rôle de capitaine de Quidditch. Alors d'ailleurs, petite pause sur Olivier Dubois. Il est déjà en 5e année en fait, hein, dans l'école des sorciers. Donc il est capitaine pour la dernière année dans Le Prisonnier d'Azkaban. Mais dans le tome 4, dans la Coupe de Feu, Harry, il le voit à la Coupe du Monde de Quidditch. Je sais pas si tu te souviens, Marina. Olivier Dubois le présente à ses parents et il est fier d'annoncer à Harry qu'il a signé un contrat avec l'équipe de réserve du club de Flakmar. Il est aussi présent pendant la bataille de Poudlard avec les autres anciens membres de l'équipe, c'est-à-dire les 3 poursuiveuses que j'ai citées un peu plus tôt. Donc Olivier Dubois, voilà, comme je disais, il est vraiment motivé par le Quidditch, très investi dans son rôle de capitaine, et en plus de ça, eh bien, après ses études, il continue dans la voie du Quidditch. C'est cool. En tant que joueur professionnel. Harry, il a les jambes qui tremblent au moment de rentrer sur le terrain. Madame Bibine, qui arbitre le match, elle accueille les joueurs des 2 équipes. Elle les prévient que la rencontre doit être placée sous le signe du fair play. Et Harry il remarque qu'elle s'adresse surtout à Marcus Flint, le capitaine de l'équipe de Serpentard. Il est noté qu'il semble, je cite, avoir du sang de troll dans les veines. Mais il est tellement bien casté dans les films, enfin dans le premier film, je trouve. Ouais, je crois qu'il est dans les 2 premiers films, ouais, avec ses dents. Il porte la méchanceté sur son visage. Après, c'est le rôle, hein, mais je trouve qu'il est bien casté. Ouais, je l'imaginais assez comme ça. En tout cas, quand je relis Harry Potter, Marcus Flint, je vois le personnage des films. D'ailleurs, ça me fait toujours un effet bizarre, tu vois, au casting, comment ça se passe, tu vois. On cherche un enfant avec un physique plutôt de troll. Et oui, je me suis toujours posé la question, quand tu, par exemple, surtout pour les films adaptés de livres, où dans les livres, le personnage est décrit comme laid, comment tu es casté? Tu te rends compte quand même, t'es censé incarner un personnage laid, et tu es casté, tu es prise. Tu dois le prendre comment exactement? Je pense que les acteurs adultes, ils ont du recul quand même, tu vois, parce que c'est leur métier, ils ont beaucoup de recul. Moi, je me pose surtout la question pour les enfants, tu vois, genre Crabbe et Goyle, je sais pas comment ils l'ont pris, vu comment ils sont décrits, tu vois, c'est très peu flatteur. Mais après, c'est aussi, je pense que là où ça se passe bien, c'est que l'un des bons côtés en tant que metteur en scène de Chris Columbus, c'est souvent le fait qu'il considère les enfants comme des acteurs avant tout. Avant d'être des enfants, pour lui, c'est des acteurs. C'est pour ça que c'est un aussi bon directeur d'enfants. Et directeur d'acteurs enfants. Et d'ailleurs, on a vu un espèce de making-of. Hein, c'est une série sur Netflix qui reprend, on va dire, les coulisses de certains succès au cinéma. Et on a regardé l'épisode sur Maman, j'ai raté l'avion, qui est un film de Chris Columbus, dans lequel il a dirigé Macaulay Culkin. Et il y a le témoignage, en fait, du grand frère, l'acteur. Il a un grand frère qui le bully et tout. Et c'est vrai que, bon, quand il a été... Buzz, voilà. Il raconte, Buzz, il est stupide, il est méchant, il est moche. C'est moi. Et d'ailleurs, grâce à cette mini-série et l'épisode sur Maman, j'ai raté l'avion, on voit que si John Hughes n'avait pas donné le scénar à Chris Columbus n'aurait jamais débuté sa carrière sérieusement et n'en serait jamais venu à réaliser Harry Potter comme il a pu le faire aujourd'hui. C'était assez intéressant, je vous invite à le regarder cet épisode. C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment intéressant. Chris Columbus avait une très mauvaise cote avant de réaliser Maman, j'ai raté l'avion. Il avait fait un gros bid avant et c'est John Hughes qui lui a fait confiance.
Et si vous connaissez John Hughes et le cinéma de John Hughes, je vous aime parce que je suis un admirateur absolu de John Hughes, qui est connu pour avoir écrit et produit Maman j'ai raté l'avion et d'autres divertissements familiaux. Mais avant de ça, avant ses succès à partir des années 90, il a réalisé, écrit, produit beaucoup de teen movies, des films sur des adolescents pendant les années 80. Et, donc Breakfast Club. Dont Breakfast Club, dont Ferris Bueller, dont Rose Bonbon, enfin que des chefs-d'œuvre, selon moi. Et voilà, si vous savez pas quoi regarder, regardez des teen flicks des années 80, et notamment ceux réalisés ou même écrits ou produits par John Hughes. Un génie. Du coin de l'œil, Harry il aperçoit l'énorme bannière Potter président, et ça lui donne immédiatement un peu de courage. Tu vois, il se demande pas pourquoi Potter président. Oui. Moi je serais là, pourquoi Marina présidente? Mais ça me plaît. Mais c'est qui ces abrutis? Bientôt, Madame Bibine siffle le début du match. Harry enfourche son imbus 2000 et tous les joueurs décollent dans les airs. Le commentaire du match est assuré par Lee Jordan et il est surveillé de près par McGonagall parce qu'il n'est pas vraiment impartial et il fait souvent des commentaires déplacés. Par exemple, le match a à peine commencé qu'il s'attarde déjà sur Angelina Johnson qu'il trouve plutôt jolie. Alors Lee Jordan, c'est surtout un moyen assez pratique pour Rowling en fait de décrire le match de façon dynamique et parfois drôle. C'est plutôt bien trouvé de sa part. Le match bat son plein. Évidemment, on va pas commenter chaque action. Et après que le soifle soit passé d'une équipe à l'autre, finalement, c'est Angelina pour l'équipe de Gryffondor qui finit par marquer. Alors que les Gryffondors explosent de joie face à ce premier but, Hagrid se joint à la fête. Jusque-là, il suivait le match depuis sa cabane grâce à des jumelles. Mais bien sûr, ça ne vaut pas la vue depuis le stade. Ron informe le géant que jusqu'à présent, Harry n'avait pas eu grand rôle à jouer dans le match. C'est vrai qu'à part faire quelques loopings pour manifester sa joie, il n'a pas eu loisir à intervenir. Alors que Lee commente une action, Harry aperçoit le vif d'or. L'éclat d'or passe à côté de l'oreille gauche d'Adrian Pousset qui, déconcentré, perd le soifle. Harry se met alors en chasse du vif d'or, imité par Terence Higgs, l'attrapeur de Serpentard. Harry prend de l'avance sur son adversaire et donne de la puissance à son balai. Mais vlan, Marcus Flint dévie violemment Harry de sa trajectoire, tellement violemment qu'Harry se rattrape de justesse en se maintenant sur le nimbus. Bien entendu, cette action déclenche la rage chez les supporters de Gryffondor qui hurlent faute. Et Dean Thomas, lui, en bon enfant de moldu qui se respecte, s'emporte en criant « carton rouge », oubliant que le Quidditch n'est pas le football. Lee, évidemment, il a bien du mal à ne pas prendre parti. Il soutient Gryffondor, mais McGonagall est quand même là pour lui rappeler le besoin d'impartialité. Moi, j'ai une question pour toi, Marina. Est-ce que tu trouves que le Quidditch, c'est une bonne chose parce que c'est un sport collectif, donc c'est l'entraide et c'est la compétition, c'est l'envie de bien faire et de faire gagner des points pour sa maison, comme c'est ce que pensent la plupart des élèves, ou est-ce que tu es plutôt de la team Hermione qui pense que finalement ça crée juste des tensions entre les maisons et que c'est pas si pertinent que ça? Ça dépend quelle maison. Ça crée tout. Ça nourrit surtout la tension entre Gryffondor et Serpentard. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de tension que ça entre les autres maisons à cause du Quidditch. Ouais, c'est ça, c'est que Serpentard, leur seul supporter, c'est les Serpentards. Voilà, c'est ça. Par contre, quand Gryffondor joue, Serdaigle et Poufsouffle, ils sont plus côté Gryffondor que Serpentard et vice-versa. Et toi, t'en penses quoi? Je sais pas, je me pose la question parce que c'est vrai que ça attire tellement de violence, tu vois, et d'antipathie par rapport à l'autre, que je me pose la question. Mais tu sais, c'est pareil, à retranscrire plutôt bien la problématique du sport qui est présent dans la vie moldue, en fait. Je veux dire, il suffit de voir le foot, qui est le sport sans doute le plus populaire, et je critique pas du tout le foot, mais c'est vrai que ça attire quand même des comportements qui sont problématiques, et ça le retranscrit bien, tu vois. Et donc, j'arrive pas vraiment à choisir un camp. Est-ce que je suis comme Hermione et je trouve ça débile, ou est-ce que je trouve ça trop bien et ça serait un gâchis de annuler la coupe de Quidditch, par exemple. Je sais pas, je choisis pas de camp, mais le sport, c'est bien, mais il y a des avantages et des inconvénients, tu vois ce que je veux dire? L'avantage, c'est de rassembler, se rassembler autour d'un match et d'une passion commune. Mais il y a des dérives comme tout. Mais comme tout qui crée du championnat, tu vois ce que je veux dire?
Parce que être meilleur que l'autre, vouloir être meilleur que l'autre, ça a du bon parce que tu vas avoir envie de te surpasser, toi et puis toi avec les autres. Mais ça peut aussi créer des tensions parce que vouloir être meilleur que l'autre, ça peut vouloir aussi dire écraser l'autre. Et ça, c'est pas l'intention de base. Non, mais tout dépend de la personnalité aussi du joueur. Mm. Le match reprend. Harry évite encore un nouveau cognard, et au même instant, son balai fait une violente embardée, semblable au mouvement du rodéo. Il essaye alors de virer en direction des buts et tente de demander un temps mort à Dubois, mais son balai ne répond plus. Il n'en fait qu'à sa tête. Pendant ce temps, les Serpentards marquent et personne ne semble remarquer ce qu'il se passe avec le Nimbus. Mais grâce aux super jumelles d'Hagrid, il remarque que quelque chose cloche avec Harry et son balai. La situation empire pour Harry. Le balai fait une embardée tellement violente qu'il tombe, mais réussit quand même à se rattraper à son balai, mais reste suspendu dans le vide. Simus, il se demande si le balai se comporte comme ça parce qu'il a pris un coup lors de l'action de Flint, mais selon Hagrid, un Nimbus 2000 ne peut être altéré que par la magie noire, et de plus, magie noire qui surpasse largement les compétences d'un élève de Poudlard. Sur ce, Hermione, vive comme un vivet doré, arrache les jumelles des mains d'Hagrid et les pointe sur la foule des spectateurs. « Je le savais, c'est Rogue! Regarde !» Ron pointe alors les jumelles en direction du maître des potions. Ce dernier fixe Harry et remue des lèvres. Tin, tin, tin. Hermione, sûre du fait que c'est Rogue qui jette un sort au balai d'Harry, disparaît dans la foule. Pendant ce temps, Harry a de plus en plus de mal à se tenir sur son balai. Malgré les efforts des frères Weasley à essayer de le rattraper sur leur propre balai, la situation empire. Chaque fois qu'il s'approche un peu trop près du balai d'Harry, ce dernier fait des embardées violentes. Malgré la situation délicate, les Serpentards continuent de marquer dans l'indifférence générale. Hermione, dans les gradins, réussit à atteindre Rogue. Dans sa course, elle bouscule le professeur Quirrell et celui-ci tombe la tête en avant. Elle sort alors sa baguette et murmure une formule magique qui provoque un feu, le fameux feu, sur la robe de Rogue. Il pousse alors un cri d'horreur et Hermione, satisfaite d'avoir réussi son coup, murmure à nouveau une formule magique afin d'enfermer les flammes dans un bocal. Ni vu ni connu. Alors je prends la parole, vous vous en doutez bien, pour dire « Mais je me pose une petite question !» Non, en vrai, je me pose la question suivante. C'est bien de Rogue d'essayer de murmurer des contresorts parce que c'est ce qu'il est en train de faire, évidemment. Mm-hmm. Mais pourquoi il cherche pas lui-même à régler son compte à Quirrell ? Pourquoi il le pousse pas pourquoi il le pousse pas ou, Alors je sais, c'est encore une fois, c'est pour la narration, c'est pour l'histoire, c'est pour voilà. Mais il est pas très malin pour le coup. Enfin, ça fait de lui quelqu'un de pas très malin. Je veux dire, en plus, il est persuadé, il est sûr que c'est Quirrell. Et dans ce cas-là, en plus, ça peut être un moyen de vérifier ses doutes. Je veux dire, tu le regardes déjà parce qu'ils se trouvent pas très loin l'un de l'autre. Hein. Oui, mais ou il ne voulait pas que Quirrell le soupçonne de savoir. Ouais, enfin, il a quand même pris le risque en se rendant aux couloirs du 3e étage. Le soir d'Halloween. Et puis Quirrell, de toute façon, il le sait. Mais de toute façon, tu cherches des explications à un ressort scénaristique. On est là pour ça, Marina. Non, mais effectivement, je trouve ça pas très cohérent, mais dans la narration. Après, c'est cohérent dans la tension dramatique que veut mettre en place J.K. Rowling. Et ça te donne, elle te donne des petits indices. Par exemple, c'est en mettant le feu à la cape de Rogue que le balai retrouve son contrôle. Et du coup, Hermione et les autres se disent bah ouais, en fait, c'était carrément Rogue. Mais en fait, ils soupçonnent pas que c'est parce que Quirrell est tombé la tête la première et que du coup, il a plus en visu le balai d'Harry. Dans le film, quand je le revois, le premier, je me demande toujours comment j'ai pu tomber dans le bateau quand j'étais petit. Parce que c'est tellement évident, il y a des gros plans sur Quirrell et sur Rogue pour bien qu'on comprenne, tu vois. Et pourtant, mais c'est toute la magie des livres et du cinéma. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas le sortilège d'Hermione et il n'est présent que dans le film où on le voit le faire. Et c'est la Carnum Inflammare. Et donc c'est sortilège officiel, mais en fait qui n'est présent, qu'on ne connaît grâce au film, en fait, parce que c'est pas dans le livre. Et donc, en effet, Hermione a réussi à détourner l'attention de Rogue. Et du coup, Harry peut reprendre une position normale sur son balai. Neville, il était tellement inquiet pour Harry qu'il sanglotait, mais Ron le rassure et montre ce qu'Hermione a accompli. Quant à Harry, lui, il descend alors en piqué avec la main sur la bouche, comme s'il était sur le point de vomir. Il atterrit brutalement sur la pelouse et recracha le vif d'or.
Et c'est ainsi que le premier match d'Harry se termine dans la plus grande des confusions. Alors, que penses-tu de cette fin de match ? Ouais, moi j'aime bien. Ah non, mais moi à l'époque, je disais « Oh, c'est un peu tiré par les cheveux, ça !» Mais ce que je trouve absolument génial, c'est comment elle va utiliser ce petit détail pour le faire revenir dans les reliques de la mort. Et alors, bon, les rageux diront qu'elle a inventé ça après coup. Oui, bien sûr. Tu fais partie de la rage team. Moi, je pense que tout est prémédité. Oh non, pas à ce point-là. Ah ouais, non, mais vraiment, je pense qu'elle le sait. Enfin, c'est que le fait que Harry gobe le vif d'or, je pense qu'elle a déjà cette idée du vif d'or qui sera légué à Harry par Dumbledore. J'en suis sûr. Mais tu sais bien, je pense... Laisse-moi rêver. Je te laisse rêver. En tout cas, qu'elle l'ait anticipé ou pas, je trouve que c'est une des connexions qui se font qui est une des plus belles. Parce que c'est vraiment un tout petit détail dans le chapitre-là. Mais sur le moment, quand tu sais que c'est pas une préparation paiement, sur le moment, tu dis « Mais pourquoi ? Ah oui. Mais pourquoi il finit le match comme ça ?» Ouais, mais c'est pas mal parce que finalement, en plus, il réussit pas à attraper héroïquement le vif d'or, tu vois. C'est-à-dire, il y a une part de hasard là-dedans et je trouve ça plutôt bien et ça résume plutôt bien aussi les péripéties d'Harry parce qu'il arrive toujours à s'en sortir, même si il en fait pas toujours exprès. D'ailleurs, c'est ce qui va rabâcher. Oui, j'ai fait ça, mais je savais pas ce que je faisais la moitié du temps. Bon, bah là, c'est un bel exemple. Toi, t'aimes pas, hein ? T'aimes pas qu'il avale le vif d'or, hein ? Hein, t'aimes moyen. Et Flint, il est aussi outré, parce que Harry n'a pas attrapé le vif d'or, mais il l'a avalé. Mais malgré tout, aucune règle du jeu ne l'interdit. Score final du match, 170 points contre 60 pour Gryffondor. Mais de toute façon, le trio n'entend rien des contestations, puisqu'après le match, ils boivent un thé bien fort dans la cabane d'Hagrid. Ils en profitent pour informer Hagrid de leur découverte. Et leur découverte, c'est que c'est Rogue qui est à l'origine du balai des traqués d'Harry. Mais Hagrid refuse de le croire, parce que pour lui, Rogue n'a aucun intérêt à faire ça. Après un échange de regards avec Ron et Hermione, Harry décide alors de dire la vérité à Hagrid. La vérité, c'est que Rogue, enfin la vérité selon eux, c'est que Rogue a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir d'Halloween et qu'il s'est fait mordre. Parce qu'il voulait sûrement voler ce que le chien garde. Hagrid, il s'attendait tellement pas à ça qu'il en lâche sa théière. Et il s'exclame « Vous avez vu Touffu ?» Il confie alors au trio qu'il a acheté un ami grec, qu'il a rencontré dans un pub l'année dernière et qu'il l'a alors prêté à Dumbledore pour garder. L'ami grec, c'est Nikos Aliagas, information Pottermore. L'ami grec, mythologie grecque, Cerbère. Oui, c'est une référence. Je préfère ma théorie de Nikos Aliagas. Bonsoir mes petits loups. Qui veut une pierre philosophale ? Votez 1 pour que Georges Alain reste dans la Starac, mes petits loups. On va arrêter là parce que sinon ça peut durer super longtemps. La théorie folle. Nikos Aliagas a donné Touffu à Hagrid. Mais Hagrid s'interrompt avant de dévoiler le secret. Parce qu'il dit que ce que garde le chien est top secret. Hermione s'énerve. Elle est sûre que Rogue a essayé de tuer Harry. Elle a tout lu sur le sujet pour jeter un sort. Et pour ce faire, il faut fixer des yeux l'objet ou la personne visée. Et Rogue n'a pas scié une seule fois. Hagrid s'emporte. Cette affaire ne les regarde pas. Elle ne regarde que Dumbledore et Nicolas Flamel. Ouh J'aurais pas dû dire ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'affaire dépassait de loin Dumbledore et Flamel. Et Hermione n'avait pas vu qu'une autre personne n'a pas scié en regardant Harry ce jour-là. Merci Marina pour ce nouveau chapitre. Merci Jérémy. Maintenant que tu as eu quelques minutes coupées au montage pour trouver ton titre de chapitre que tu n'as pas préparé, parce que tu détestes cette partie. Pourtant les auditeurs sont très attachés à cette partie, comme tu le sais. Non mais on ne dirait pas, mais c'est super dur de trouver un titre quand même. Alors c'est super dur parce que quand tu prépares l'émission, à chaque fois t'oublies. Non mais monsieur, j'ai pas le temps de chercher un nouveau titre, Harry Potter. Non, je plaisante. Et d'ailleurs, on va pas faire comme l'autre fois, parce que au dernier épisode, tu m'as fait dire mon titre de chapitre en premier pour dire après « Ah, j'avais la même idée !»
Too simple. Beaucoup too simple. Donc cette fois, c'est toi qui commences, Marina. Comment aurais-tu renommé ce chapitre ? Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 11, le premier rodéo d'Harry. Le premier rodéo. Comprendra qui voudra. Ok. Et moi, mon titre de chapitre serait Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 11, une défaite dure à avaler. Ah, mais tu vois, c'est trop bien. Tu vois, moi, à chaque fois, mes titres sont trop nuls par rapport à toi. Non, mais en vrai, il m'a fallu 5 secondes pour le trouver, tu vois. Et en plus, tu m'humilies. Bravo. Non, mais écoute, c'est un talent, ça. Tu vois, c'est inné. C'est comme le Quidditch avec Harry, tu vois, c'est inné. Bah, vu que t'as le talent et moi pas, eh ben, tu renommeras tout seul les chapitres. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense qu'ils sont attachés à ce que tu renommes le chapitre, Marina. Je crois pas, non. Et maintenant, on passe à la volière avec vos messages. Un premier hibou de Elsa. Libéré, délivré. Pardon, Elsa. Oh là là. Il a fallu que je me pose 2 minutes là pour comprendre. Elsa, excuse-la, Elsa. Alors, elle nous dit, j'ai 12 ans et j'habite en Belgique. Marina. J'étais interdit de faire des accents belges. Ça a été très clair. C'est pour ça que je me suis réservé la lecture de ce hibou. Je me fais censurer, chers auditeurs. J'habite en Belgique une fois. Alors pourquoi toi tu le fais? Moi j'ai pas le droit de le faire. Allez, vas-y, dis frites. Des frites une fois. Elsa, est-ce que t'aimes les frites ou pas? J'écoute votre podcast depuis le tout début grâce au podcast qui me l'a fait découvrir. J'ai tout de même une question qui me trotte dans la tête depuis plus d'1 an. Pourquoi Hermione peut participer au test de transplanage puisque celui-ci est réservé aux personnes qui sont nées avant le 31 juin et Hermione est née le 19 septembre? Étant la plus calée Harry Potter dans la famille, c'est à vous que je pose la question. Merci d'avance. Alors, quand j'ai reçu ton message, Elsa, perso, j'ai fait un peu mes petites recherches et j'avoue que ton message j'ai un peu buté sur ta question, mais j'ai trouvé la réponse parce que effectivement, quand on commence à s'intéresser aux dates, généralement c'est assez précis chez J.K. Rowling. Bon, sauf pour les Animaux Fantastiques ou McGonagall à 2500 ans, mais si on s'en tient au livre, il y a quand même, je pense, pas d'erreur factuelle au niveau des dates. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, justement, sur le cas précis du test de transplanage, en fait, le test, il est accessible à ceux qui ont déjà 17 ans le jour du test. Donc voilà. Donc, je sais pas où tu sors la date du 31 juin, mais en tout cas, dans le livre, il est dit que le test, il est accessible à ceux qui ont déjà 17 ans, tout simplement. Et l'examen, il a lieu le 21 avril 1997 dans Le Prince de Sang-Mêlé. Hermione et Ron, ils peuvent passer l'examen parce qu'ils sont nés respectivement le 19 septembre 79 et le 1er mars 1980. Peut-être que ta confusion vient de là parce que Hermione, elle est née le 19 septembre, mais elle est née le 19 septembre de 79, c'est-à-dire une année avant. Ça arrive souvent, les enfants qui sont nés en septembre, ça peut leur arriver d'être dans la classe inférieure, dans la classe supérieure. Mmh. Dans le cas d'Hermione, elle est dans la classe, je sais pas comment on le prend, mais elle est dans la classe après, en fait. Donc, en fait, elle a quasiment 1 an de plus que Harry. Parce que Harry, justement, lui, il est né le 31 juillet 1980. Il est donc le seul à pas avoir 17 ans le jour de l'examen, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question de façon précise. Donc non, il n'y a pas d'erreur, en tout cas, de date et d'âge pour J.K. Rowling. Je pense aussi que tu tiens peut-être la date du 31 juin dans le sens où il me semble qu'il y a une date d'anniversaire qui est précisée pour participer au premier cours de transplanage qui est payant. Mais je crois pas que ça soit le 31 juin. Mais bon, dans tous les cas, le test, c'est bien précisé qu'il faut avoir 17 ans. Et 17 ans, c'est la majorité au Royaume-Uni. C'est pour ça que c'est 17 ans et pas 18. Ah bon ? Ouais. D'accord, ça je sais. Ouais, t'es majeur à 17 ans au Royaume-Uni. Et donc, on en profite pour... on a vu sur notre hébergeur de podcast qu'on était écouté par quelques Belges. Donc, bonjour à la Belgique. On vous adore et désolé pour l'accent. Et on adore les frites et la bière. Honnêtement, on adore les frites et la bière.
Et on passe au message d'une Gryffondor. C'est un réel plaisir de vous écouter, j'apprends beaucoup. Petite question, que pensez-vous de l'enfant maudit ? Alors, je l'ai lu, je ne l'ai pas apprécié, je l'ai oublié. Voilà le résumé de mon parcours avec l'enfant maudit. Je pourrais te dire que ouais, il y a une amitié entre le fils de James, le fils d'Harry, et le fils de Drago. Que James, il s'appelle James, ouais c'est ça. Son fils que James est à Serpentard, c'est ça. Hein. Qu'il y a une vague histoire de retourneur dans le temps. Ah non, c'est Albus. Alors James, c'est le grand frère. Le grand, et là c'est Albus, ouais c'est ça. C'est Albus et Scorpius. Et Scorpius, qu'il y a une vague histoire horrible avec le retourneur de temps. Mais c'est tout ce que j'ai retenu, et je ne retiendrai que ça. Je voudrais l'oublier. Voilà. C'est vrai que je pense que l'enfant maudit, si tu le relis pas, et que tu l'as lu qu'une fois, tu oublies l'histoire. Il est facilement oubliable. Tellement qu'elle est oubliable, en fait. Non, mais moi, je le cache pas. En fait, je déteste vraiment le texte. Je trouve ça vraiment très mauvais. Enfin, on avait fait toute une émission à l'époque au podcast dessus, mais au tout début du podcast, d'ailleurs. C'est tout ce que, en tant que fan, j'attendais pas. C'est simple. Je voulais pas une suite. Je voulais pas connaître ce que faisaient les enfants d'Harry, Ron, Hermione et de tous ceux qu'on a connus. Ça ne m'intéressait pas. Et en plus de ça, pour moi, la grosse erreur du script, c'est le retour dans le temps. On n'avait absolument pas besoin de retourner en arrière de façon nostalgique, de revivre des scènes. Pour moi, c'est une énorme paresse d'écriture. Et surtout, j'avais pas envie d'entendre que Voldemort a eu un enfant, que Bellatrix, tout ça. Pour moi, c'est limite, ça n'existe pas et je l'intègre pas dans le canon Harry Potter. Quand j'ai vu qu'il allait avoir une histoire avec le retourneur de temps et qu'on allait revivre des scènes du passé, j'ai hésité à arrêter ma lecture. Franchement, j'ai vraiment hésité. Surtout que les retourneurs de temps ont tous... en théorie, ont tous été pulvérisés dans l'ordre du Phénix. Justement, Rowling l'a dit pour mettre table rase, pour plus qu'il y ait de retournement, enfin, pour que les personnages ne puissent plus retourner dans le temps. Sinon, ça complique trop l'histoire. Il y a trop de réalités parallèles. Et c'est un objet hyper dangereux qu'elle a inventé, qu'elle a préféré détruire. Pourquoi, des années plus tard, écrire la suite en retournant dans ce qu'on connaît déjà avec cette invention? Vraiment, c'était très dispensable. Après, moi, je déteste le script, et toi aussi, mais par contre, j'ai vraiment envie de voir la pièce. Apparemment, les effets sont magnifiques. T'as vraiment l'impression de vivre et de voir de la magie. Complètement. Et je pense que je serais le genre de spectateur à pouvoir dissocier en fait l'histoire que je n'aime pas du tout du spectacle. Oui. Et tous les retours, enfin quasiment tous les retours sont quand même assez unanimes. C'est un magnifique spectacle. Magnifique, mais beaucoup de gens disent que le scénario n'est vraiment pas terrible. Non, pour moi, c'est un ratage, mais voilà. Et puis en plus, quand le titre était sorti, Harry Potter et l'enfant maudit, je m'étais fait un film, je fais ça va être sur Teddy. Ça va être sur Teddy, c'est l'enfant maudit, c'est le nouveau orphelin. Il va y avoir toute une réécriture de la malédiction de l'orphelin et tout ça, et je fais ok, là, si ça part là-dessus, il y a peut-être moyen de faire quelque chose intéressant sur la suite. Albus et Scorpius, même si c'est pour redorer un peu l'image de Drago et des Serpentards, parce que Scorpius est clairement le personnage le plus sympathique de la pièce, très dispensable. Elle avait pas besoin de toucher à ça. Moi je comprends pas les fans qui espèrent voir un nouveau film Harry Potter. Ou même une série Harry Potter. Ah, bah moi je trouve ça plutôt bien. La série, je ne voudrais pas la voir. Le film, c'est pareil. Mais après, c'est peut-être parce que je suis trop butée par les 7 livres originaux, tu vois. Mais j'aimerais absolument pas voir ça. Pour faire un tel gâchis comme l'enfant maudit... Ouais, mais justement, en fait, je trouve l'enfant maudit vraiment discutable en termes de scénario, parce que c'est la suite et que... elle aurait pu écrire la suite, mais là, c'est d'une paresse, vraiment, puis c'est écrit pour le théâtre, en plus. Donc, clairement, c'est une écriture de dramaturge, hein. Elle a donné son aval, mais c'est une écriture de dramaturge. Et être romancière n'est pas... être une bonne romancière ne veut pas dire être bonne dramaturge. Tu vois, en fait, j'aime pas du tout le texte de l'enfant maudit, mais par contre, à côté de ça, moi, ça m'intéresserait, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard, qu'il y ait, je sais pas, des nouveaux films, peut-être pas, mais une nouvelle série, je trouverais ça intéressant. Mais parce que, en fait, je vois les films comme une éventuelle nouvelle série, comme
une interprétation des livres. Tu vois ce que je veux dire ? On n'essaie pas de réécrire, c'est juste on interprète sous un autre média. Donc pour moi, les films, c'est une adaptation, c'est une interprétation des livres de J.K. Rowling. Et c'est une interprétation qui va commencer à dater avec le temps. Et puis il peut très bien y avoir des gens extrêmement intéressants, des gens géniaux, qui vont proposer une autre lecture en fait d'Harry Potter. Et en plus, le format série télé peut être intéressant. Donc je suis pas complètement fermé à ça. Et justement, je suis plus ouvert à ça qu'un projet comme L'Enfant Maudit, qui est juste recycler les bouquins. Et justement, moi, le seul truc qui m'intéresse dans L'Enfant Maudit, c'est le nouveau médium, celui-là du théâtre. Et le texte, je l'aime pas du tout, mais par contre, j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène, parce que ça, c'est inédit, et ça, c'est le seul truc qui me motive. Voilà. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi continuer d'exploiter un filon jusqu'à ce que ça ne soit plus créatif et que les gens lâchent complètement l'affaire, tu vois. Pourquoi ne pas laisser les 7 tomes, laisser les livres, laisser ce qui a été fait. Et il y a tellement de choses à dire, il y a encore tellement de choses à faire. Oui, écrire des livres sur l'interprétation et la double lecture d'Harry Potter, mais des films, des séries, après c'est que mon avis, hein. C'est vraiment que mon avis. Mais ouais, non, j'aurais peur que ça gâche tellement l'histoire. Après, quand tu regardes, c'est ce qui est fait sur toutes les sagas, hein. Surtout les studios de cinéma, hein. Ils abandonnent pas les sagas comme ça. Bah regarde, j'ai pas regardé le livre. Là, j'ai commencé à lire La Croisée des Mondes. Apparemment, le premier film, qui était l'adaptation du livre, ça a été une catastrophe pour les fans, hein. Apparemment, la série, je l'ai pas encore regardée parce que je t'attends pour la regarder. Mais apparemment, la série remonte quand même le niveau. Mais le film a été une catastrophe. Donc c'est pas toujours, tu vois, réussi, et ça peut gâcher aussi un peu l'imaginaire d'une saga de faire des films ou des séries ratées. Moi, je suis quand même un petit peu plus ouvert dans le sens où les Animaux Fantastiques, la nouvelle saga au cinéma, je trouve ça intéressant. J'ai été très refroidi par Les Crimes de Grindelwald parce que je trouve que le film a énormément de défauts. Et en même temps, je continue de penser que ça peut être cool. Enfin, il est pas trop tard, ça peut être très cool, et je continue de penser que le premier film, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à revoir de temps en temps. Et ça, j'aime bien parce que ça se passe avant et c'est dans le même univers. On développe l'univers, mais avec d'autres personnages, avec d'autres enjeux. Et ça me plaît parce que quand c'est réussi, c'est toujours un plaisir de revenir dans le monde des sorciers. Tu vois ce que je veux dire ? Que je les ai regardés juste par curiosité, mais j'ai pas plus non, mais je sais. d'amour que ça pour les Animaux Fantastiques. Après, si vous aimez le texte de L'Enfant Maudit, on vous juge absolument pas, hein. Voilà, moi c'est juste oui, que... c'est nos avis, ce sont nos avis uniquement. Enfin, puis c'est la notion de headcanon aussi, tu vois. Enfin, moi, c'est pas du tout dans mon headcanon, L'Enfant Maudit, mais je respecte complètement les gens qui adorent le texte et qui trouvent ça intéressant et tout ça. Et justement, si vous aimez L'Enfant Maudit, si vous aimez les Animaux Fantastiques, n'hésitez pas aussi à partager votre point de vue. C'est toujours intéressant de débattre, de voir le point de vue de tous les Potterheads. Nous, on est là, on a un micro devant nous, donc du coup, on vous partage nos avis, mais ça ne reste que nos avis, et on est vraiment curieux de connaître votre avis à vous également. Ça ne va pas que dans un sens. Complètement. Allez, prochain message de Cyanide, qui nous dit « Pour les 5 exceptions de la loi de Gump, j'ai trouvé ceci. Elles représenteraient les 5 choses que l'on ne peut pas créer par la magie. Donc la vie, que ce soit la vie humaine ou animale, l'argent, la nourriture, les informations et les sentiments. » Alors ouais, c'est intéressant, Cyanide. Je crois pas que ça soit pour autant une information officielle, parce que, sauf erreur de ma part, je crois pas que J.K. Rowling ait écrit sur ce sujet, ou que Pottermore ait sorti un article, mais je me trompe peut-être, parce que quand j'avais fait ma petite recherche pour l'épisode précédent, la seule référence que j'avais, la seule source, c'était les reliques de la mort, ce qu'on apprend dans les reliques de la mort. Donc je pense que c'est une théorie qui a été... parce que je pense que les fans se sont demandé, hein, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans ces exceptions à la métamorphose. Et dans tous les cas, je pense que ça se tient. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux pas créer la vie, tu peux pas créer de l'argent, tu peux pas créer de la nourriture, tu peux pas créer des informations. J'ai l'impression... C'est un peu plus flou pour moi, ce concept. Des fake news. Ouais. Et puis les sentiments, là, pour le coup, je vois un peu plus...
les filtres d'amour, Cyanide précise qu'ils sont temporaires. Oui, ils sont temporaires, et puis en plus, c'est pas du vrai amour de toute façon. L'amour, tu peux pas le créer. L'amour, il se développe, mais tu peux pas le créer, même par magie. Donc moi, je trouve que ça se tient. Après, n'hésite pas à nous dire, Cyanide, où est-ce que tu as trouvé cette information, et est-ce que c'est une source officielle que je n'aurais pas trouvée. Et un dernier message de Tom G, qui nous dit « On connaît Hagrid comme un amoureux de la nature et des animaux. Comment se fait-il qu'il ait des animaux morts chez lui, alors qu'il est lui-même incapable de faire du mal à un crabe de feu ? Raison pour laquelle lui et Norbert Dragono ont droit à mon entière admiration et tout mon respect. » Je pense que c'est un peu paradoxal, Hagrid c'est un être un peu complexe et paradoxal, et je pense qu'il fait la différence entre la chasse et tuer un animal inutilement. Bon, c'est qu'un avis sur Hagrid, parce que moi, personnellement, sur la chasse, c'est tuer un animal inutilement, je suis contre la chasse. Désolée s'il y a des chasseurs dans les auditeurs. Mais je pense qu'Hagrid, oui, c'est une personne qui est très nature, qui est justement, très proche de la nature. Et pour lui, il doit chasser pour se nourrir. Je pense pas qu'il va se nourrir. Si, non. Désolée, je réagis vraiment en direct. Mais il va à la cantine de Poudlard. Ouais, je pense pas qu'il y va tout le temps. Je pense qu'il se prépare à manger et qu'il reste dans sa cabane. Faisant et qu'il avait été chassé dans la forêt. Après, je vais pas avoir le réflexe de juger Hagrid là-dessus, dans le sens où il est extrêmement proche de la nature. Et je pense qu'il a un rapport sain avec la nature. Ouais. Et après, il faut dire quand même qu'il y a une dichotomie assez claire dans Harry Potter sur les créatures en tout cas, entre les créatures magiques qui sont protégées et les animaux. Ouais. Voilà, parce que Hagrid, il mange des animaux, mais il mange pas des créatures. Et ça, c'est une différence qui est très discutable, mais en même temps qui est très assumée dans Harry Potter. Donc un faisan, c'est un faisan. Il est pas tellement intéressant parce que c'est juste un faisan. Par contre, un crabe de feu... Hagrid, il est pas vegan friendly. Il va pas faire attention à manger, à consommer plus intelligemment de la viande. Ouais, c'est ça. Après, comment dire, c'est un peu difficile aussi éventuellement de juger Hagrid là-dessus, parce que au moins, certes, il mange peut-être de la viande en grande quantité, mais je veux dire, il sait ce qu'il a dans son assiette, et c'est lui qui met ce qu'il a dans son assiette, tu vois ce que je veux dire. Donc, pas dopé aux hormones et j'imagine abattu cruellement. Quand même qu'il a une chasse raisonnée, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc, personnellement, je le jugerai pas là-dessus. Et je ne jugerai pas que c'est une erreur ou une incohérence. Merci à tous pour vos messages qui nous ont bien fait réagir. Notre volière, d'ailleurs, se libère un peu. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos hiboux si vous souhaitez être cité. Vous pouvez réagir sur le chapitre abordé ou une toute autre question sur l'univers d'Harry Potter. Il y a plusieurs moyens moldus de nous contacter sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en commentaire YouTube, et encore par mail avec l'adresse en description. Quelques big up à ceux qui l'ont fait, qui ont fait tout ça, mais qu'on n'a pas forcément cité, comme par exemple ceux qui nous laissent des commentaires très fréquemment sur YouTube. Alors on a cité Tom G et Cyanide, mais il y a aussi Boroko, Owlfunk ou Maud. Merci à vous. Et big up aussi à Camille qui nous a partagé une super photo de sa lecture de l'Enfant maudit devant la cheminée avec une bonne bouteille de vin. Et enfin, à ceux qui nous ont cités en story, tels que La vie en plus jolie, Le ciel est partout, La Palatine ou Sopho Galactique. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre appli préférée ou même un commentaire, ça serait génial, comme l'ont fait récemment Benjamin et Zia Hope sur iTunes ou iTunes, comme dirait Marina. On m'a jamais repris sur iTunes. iTunes. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode spécial Noël dont on garde la recette secrète pour le moment. Ouais, on va mettre en pause notre lecture de l'école des sorciers pour vous concocter une petite émission spéciale qui sent bon la neige et les cadeaux sous le sapin et qui vous plaira, on l'espère. À bientôt. Salut.